va parler justement de Gareth Edwards qui nous a un petit peu inspiré une discussion, mais aussi le chat, puisque régulièrement on parle en fait avec le chat sur Twitch après l'enregistrement de l'émission en fait, et il y avait souvent des questions qui revenaient autour de la fatigue des licences, la fatigue des super-héros, la fatigue de Star Wars. L'idée c'est que en fait on a l'impression qu'on nous resserre un petit peu tout le temps la même chose, et quelque part ce constat Gareth Edwards le partage. Gareth Edwards, il est complètement convaincu en fait que les franchises, les gens en ont marre. Et je vais le citer pour introduire ce sujet-là. On peut peut-être préciser qui est Gareth Edwards. Oui, bien sûr, je t'en prie. Gareth Edwards, évidemment, c'est le réalisateur de The Creator. Il a réalisé précédemment Monsters, Godzilla et Star Wars Rogue One. Donc évidemment, il connaît un petit peu. Il est bien placé pour savoir ce que c'est que travailler pour une licence, etc. Ouais, complètement. Mais c'est intéressant, Gareth Edwards, donc en fait il est interviewé en ce moment pour faire la promotion de The Creator. C'est le seul film du moment en fait qui n'est pas adapté d'un livre, d'un film, etc. Et il se trouve à un endroit dans le temps un peu spécial, Gareth Edwards, avec son film, parce qu'il y a la grève des scénaristes, il y a la grève des acteurs. Tu l'as dit précédemment avec Martin Scorsese qui se plaint du trop plein de films de super-héros, de cette fatigue en fait, de ce contenu permanent, voilà, lissé. Et Gareth Edwards propose quelque chose d'original. Et c'est quand même assez inédit, on avait oublié que ça pouvait exister, à gros budget, enfin semi-gros budget, je l'ai dit juste avant, le budget de The Creator est à peu près de 80 millions de dollars, donc ça en fait pas un énorme budget pour Hollywood, mais c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'ils ont aligné quand même un peu l'argent. Et je vais prendre donc cette interview de Gareth Edwards à Première. Dans Première, le magazine Première, dans lequel en fait il dit qu'il a assisté à un meeting en fait avec les producteurs, avec les studios, dans lequel je le cite, je retrouve la citation. Voilà, alors que nous avions une réunion avec Disney, donc qui distribue The Creator, pour évoquer la date de sortie du film, quelqu'un de très haut placé dans le studio a demandé s'il fallait mieux sortir en 2024 ou 2023. L'un des participants a alors affiché sur un grand écran toutes les sorties du studio pour 2023, et un autre a dit tout haut: tiens, c'est notre seul film original de 2023, le seul de nos gros films à ne pas être basé sur un livre, un film ou une propriété intellectuelle. J'ai quitté cette réunion en état de choc, stupéfait par ce constat. Et en fait, il résume tout quand il dit ça, parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps, déjà nous deux, et on le sent aussi quand on discute dans le chat sur Twitch, ou voilà, même avec les gens au quotidien qui vont au cinéma, les gens sont lassés du fait que tout ne soit que franchise, que tout ne soit que saga, que tout ne soit que suite ou remake ou reboot. On fait une émission de pop culture où toutes les semaines on parle de remake et de reboot, on le sait quoi. Et c'est très rare qu'on ait la chance de s'intéresser à un projet comme The Creator par exemple, qui est une idée originale, certes, on va pas se mentir, qui s'inspire de beaucoup d'autres œuvres. Ça se voit d'ailleurs rien que dans la bande-annonce. On n'a pas encore vu le film tous les deux. Mais au-delà de ça, je préfère avoir un film qui s'inspire plutôt qu'un film qui pompe tout ou qui fait une suite. Bah, je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Bien sûr, mais en même temps, la réponse est un peu dans la question, mais l'idée en fait, c'est que à une époque, il y a peut-être 50 ans, 60 ans, Hollywood était capable de mettre des billes dans des projets où c'était des scénarios originaux. Après, on va pas se mentir, ça a toujours été le cas. Hollywood a toujours recherché la rentabilité dans de l'adaptation, que ce soit une licence ou pas. Il y a toujours eu des adaptations de bouquins, de pièces de théâtre, de grands moments de l'histoire, de personnages historiques, de choses comme ça. Donc évidemment, on peut pas dire ça n'a jamais existé avant maintenant, c'est faux. En revanche, là, ce qui pose problème, c'est que de plus en plus, les seuls projets, on va dire, d'importance de l'année sont des projets qui sont liés à une franchise, qui sont une suite, qui sont une adaptation de quelque chose, qui sont un reboot de quelque chose qu'on a déjà vu par ailleurs. Parfois même des choses qui viennent tirer un petit peu le fil de la nostalgie. Parfois c'est même pas un petit peu, c'est même beaucoup. Donc c'est vrai qu'on est dans un sentiment où t'as l'impression que ce qui prédomine, c'est l'ultra rentabilité nécessitée par
le fait que les studios sont tous cotés en bourse et que il faut faire plaisir aux actionnaires et que bah du coup il faut toujours record sur record sur record et ça on en oublie quelque part le projet un petit peu mi-parcours. Et c'est vrai que The Creator déjà surprend par son budget parce qu'il n'y a plus en général le budget de mi-tableau, c'est-à-dire que maintenant c'est soit 250 millions de dollars soit c'est 6. Il y a rien entre les deux, c'est vrai. En général. Et le fait, en plus, que ce soit un scénario original, dans une mer de contenu... Une mer de contenu, ouais. C'est vrai. Et de tout ça qui est licencié, ou franchisé plutôt, c'est un peu... ça prête... Enfin, ça interloque, quoi. Ah mais entièrement d'accord. Mais il y a plusieurs angles d'attaque sur ce sujet-là. On pourrait, je pense, y passer des heures. Je vais revenir sur ce que tu as dit, je trouve ça super intéressant sur le côté, soit on a des films à gros budget du 200-300 millions, soit on a du petit budget 5-6 millions. Lui, Gareth Edwards, il arrive à faire un truc à 80 millions, à peu près, hein. C'est ce qui sort comme chiffre, en tout cas c'est pas un gros blockbuster. Mais pourquoi ? Parce qu'il a décidé de prendre une toute petite équipe, c'est ce qu'il dit, en fait il a pris une équipe réduite, il a utilisé le moins de fonds verts possible, il a dit si j'ai une équipe réduite, ben on va se déplacer, mais on va utiliser les décors naturels avec intelligence, un peu comme ce qu'on faisait à l'époque avec Le Seigneur des Anneaux, avec d'autres films. Il a utilisé une caméra légère aussi. Il a décidé de pas prendre la dernière caméra à la mode, j'ai n'importe quoi. Il a réussi à faire ça un peu, entre guillemets, bricolage, moyen du bord, etc., etc. Encore une fois, je n'ai pas vu le résultat. Je peux pas, je jugerai sur pièce. Mais il y a une volonté de réalisateur. Il y a une volonté de proposer autre chose. De pas juste être un yes man en disant ah bah il y a les studios à Pinewood en Angleterre, là où se tourne Star Wars, là où se tourne James Bond, là où se tourne tout, et ben on y va, c'est beaucoup plus facile en fait, comme d'habitude on va mettre ça. Et il y a le comment s'appelle sur Star Wars déjà ce qu'ils utilisent pour Mandalorian, le volume voilà, pour faire des décors semi-naturels en fait, mais non, ça se voit, donc on va pas l'utiliser non plus. Déjà tout ça je trouve que c'est bien parce que c'est une démarche artistique dans l'idée. Il y a une volonté de proposer quelque chose de différent au public. Après, évidemment, je suis pas idiot. Je me doute bien que c'est Hollywood a besoin de faire de l'argent. Il faut faire entrer de l'argent. Il y a des actionnaires, il y a du contenu à créer parce qu'il y a de la demande aussi. Donc, il faut faire de plus en plus d'offres, etc. Est-ce qu'on a besoin d'essorer à ce point-là les franchises et les licences, alors qu'à notre disposition, on a aussi plein d'œuvres à adapter. On a toujours plein d'autres choses à adapter, c'est ça qui m'embête aussi. On est bien d'accord. En fait, je pense qu'on est entré dans une ère de ce qu'ils appellent la propriété intellectuelle. Et il y a quelques années, tout le monde essayait de les racheter. Il y a 2 ans, c'était Le Seigneur des Anneaux. Mais il y a 15 ans, c'était Star Wars. Il y a 20 ans, c'était Marvel. Il y a 25 ans, c'était Pixar. Et comme par hasard, tout ça, où est-ce que ça va chez Disney. Donc, mais évidemment que tout ça, tous ces rachats, ils sont pas faits de manière philanthropique. Disney, c'est pas une ONG, hein, ça n'a pas caractère caritatif. L'objectif, c'est de faire de la thune. Et le fait est qu'ils en font. Le problème, c'est que c'est parce qu'on a tous été contents quand ils ont annoncé des nouveaux Star Wars. On a tous été contents quand ils ont annoncé Toy Story 4. Bon, il y avait le côté content, mais aussi circonspect. On doutait un petit peu de voilà. Mais c'était le début. Voilà. Sauf que maintenant qu'on en est à She-Hulk, qu'on en est à Ms. Marvel, qu'on en est à Moon Knight de chez Marvel, et j'ai même oublié le dernier, Secret Invasion, et qu'on est là, parce que, en fait, tout ça, ça participe aussi de l'avènement des streamers, des plateformes de streaming, où, en fait, l'important, c'est de nourrir l'ogre. Et comment on nourrit l'ogre ? On lui produit du contenu, comme dit Martin Scorsese, et en fait, on valide des pitchs avant même que ce soit écrit, et du coup, ce qui nous intéresse, c'est pas le contenu final, la forme que ça prend, c'est qu'on va te dire qu'en fait, on va prendre She-Hulk et on va la mettre dans une série un petit peu à la Ali McBeal. Et ensuite, les gens disent « Ah ouais, on signe !»
ok. Et donc on te propose ça et on te l'annonce en 2020. Derrière, en fait, on te livre le produit fini qui est bancal et qui a des effets spéciaux qu'on n'a pas payé en fait parce qu'on les a rushés. Et derrière, ça donne un produit qui va pas, quoi. Et la plupart moi, ce qui m'inquiète, c'est que de plus en plus, autant c'était assez réservé aux séries Disney+, autant maintenant aussi sur les productions filmées, on en arrive à des problématiques un petit peu de ce fait-là, et c'est là que ça commence à être vraiment problématique. Production filmée au cinéma, tu veux dire? Ouais. Oui, bah, c'est là où je voulais rebondir, parce que là, tu as parlé beaucoup de séries. Ouais. Moi, l'idéal, en fait, ce serait de dissocier le cinéma et les séries dans l'idée. Non, mais je dis dans un monde idéal, en fait, ce serait ça. Ouais, bien sûr. Ça me dérange pas qu'il y ait du contenu à la télé ou sur les plateformes, en fait. C'était le cas avant, d'ailleurs. Ça a toujours été le cas. On était nourris aussi de séries de 24 épisodes avec des fillers. Faut pas oublier qu'il y a des épisodes qui servaient à rien et pourtant on les regardait chaque semaine. Enfin, tu vois. Il fallait remplir justement les cases de programmation. C'était ça, hein, le but. Hein. C'est juste qu'il y avait moins de plateformes, sûrement, en tout cas moins de chaînes. Ouais. Mais rappelle-toi, des séries comme X-Files, Lost ou ce genre de grandes séries avaient aussi des épisodes bien nazes parce qu'il fallait juste que ça occupe la case du jeudi soir ou du vendredi soir. Les fameux fillers. Et les fameux fillers. Mais il y en avait très peu. Rappelle-toi aussi l'exemple quand même critique pour moi, c'est les épisodes de Friends. Dans lesquels en fait ils font des best-of dans un épisode de choses que tu as déjà vues dans d'autres épisodes. C'est quand même... Et ils considèrent ça comme un épisode à part, tu vois. Parce que ça coûtait trop cher de payer les acteurs sur les fins de saison, voilà. sur la fin de série. Ouais. Bon, c'est quand même assez ouf, quoi. Ah oui, non, mais donc tout ça pour dire que on reviendra peut-être à la télé après et aux séries. Ouais. Mais pour moi, les films, tu sens qu'en fait, pareil, ils ont pris le même chemin. Ils ont pris le même chemin parce qu'ils veulent plus prendre de risques. The Creator, pour moi, c'est un risque. Ah bah clairement. C'est un vrai risque, clairement. C'est un vrai pari. Je vais te dire qu'il y a un certain nombre de studios qui vont regarder les chiffres au box-office de The Creator. Moi, j'espère qu'il va marcher. L'autre fois, je disais qu'il y a des chances qu'il ne marche pas. Ça, c'est voilà, c'est plus la logique qui parle. Mais le cœur espère vraiment que The Creator va marcher, parce que d'une, j'aime bien Gareth Edwards, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai pas vu Monsters, mais j'ai vu Godzilla et Rogue One, j'aime beaucoup ces films-là. J'aime bien le mec, j'aime bien sa vision des choses, et c'est un bon type dans la SF, il fait ça bien, donc pourquoi pas. Mais au-delà de ça, j'espère surtout que ça va démontrer au studio que c'est possible de sortir des films entre guillemets originaux, parce qu'encore une fois... The Creator n'est pas un film totalement original parce qu'il s'inspire de beaucoup de choses. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, les gens en demandent aussi beaucoup. Je parlais d'offres et de demandes. Oui. Il y a énormément de demandes du public. Le public est beaucoup plus réceptif aussi à l'art visuel, au cinéma et à la télévision depuis quelques temps. J'ai l'impression que quand on était dans les années 90, début 2000, mater des séries tout le temps, c'était pas super bien vu, tu vois. Maintenant, c'est devenu cool. En fait, tout le monde parle de la série du moment tout le temps. Enfin, tout le monde parle de série, en fait. Tu peux avoir une discussion ultra facilement maintenant avec n'importe qui. Avant, de tout âge, d'ailleurs. Et de tout âge. Et c'est ça qui est cool. Je trouve ça génial. On vit dans ce truc-là, tu vois. La pop culture est devenue cool. Maintenant, il faut nourrir la pop culture, quoi. C'est plus réservé à une certaine niche. Exactement. C'est-à-dire, et là, on en revient aux streamers. C'est que, en fait, les séries du moment, maintenant, c'est très rare que ce soit sur des chaînes de télé classiques. C'est de plus en plus sur Netflix, pour ne citer que lui. C'est que, est-ce que t'as vu ce week-end ce qu'ils ont sorti vendredi? Moi, j'ai déjà tout regardé, machin. C'est Et aussi vite oublié. Aussi, voilà. Surtout. Et ça, c'est une autre des problématiques, justement, de cette nourriture, on va dire, qu'on donne aux streamers, et ensuite, du coup, qu'on fait ingurgiter aux téléspectateurs, à l'abonné, pour qu'il reste abonné. Donc l'idée, c'est que toutes les semaines, il faut qu'il ait quelque chose plus ou moins qui lui corresponde, et que pour qu'il reste abonné. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des séries qui sont coupées en deux, avec une diffusion un mois et la diffusion ensuite le mois suivant. Ouais. C'est histoire de faire... C'est de la rétention de l'abonné. C'est ça. Et quelque part, pour revenir un petit peu au cinéma, c'est une méthode qu'a parfait Marvel, avec l'idée d'avoir la rétention du fan du MCU. Donc ça s'est fait petit pas par petit pas, mais l'idée c'est que... Et là, les gens sont en train de lâcher, c'est pour ça qu'on parle de fatigue, parce que maintenant, il faut en avoir vu 32, en fait. Mais c'est marrant, parce que cette fatigue, on en parle depuis longtemps, on en parle même depuis la phase
2 ou 3, en fait, tu sais, la super-héros fatigue, en fait, ça fait très longtemps qu'on en parle. On se dit, elle arrivera, ça y est, c'est arrivé, en fait. J'ai l'impression que ça y est, ouais. Ah, ça y est, c'est sûr, pour moi, c'est évident, les gens en ont marre, ils regardent plus aussi, tu vois, avec autant d'attention certains films, certaines séries, etc. Ils sont plus hypés comme on pouvait être hypé avant. Et parce que plus t'es nourri, moins t'as faim. Et donc, en fait, mais c'est aussi simple que ça, quoi. Et donc, plus tu manges du Marvel, plus tu manges du Star Wars, plus tu manges du Harry Potter, moins t'en as envie, en fait. Et donc, plus tu vas chercher de l'original, plus tu vas chercher quelque chose de différent. Mais quand tu veux quelque chose de différent, il faut que ce soit aussi qualitatif. Le problème, c'est qu'eux, ils misent pas sur la qualité, ils misent sur la quantité. Bon, franchement, j'enfonce des portes ouvertes, certes. Bien sûr. Mais moi, ça me débecte quand je vois, et on en a parlé il y a quelques mois, que Harry Potter va avoir le droit à son reboot en série. Les gars, parce que vous avez justement cette propriété intellectuelle, est-ce que vous êtes obligé de l'utiliser de cette façon ? Déjà, est-ce que vous êtes obligé de l'utiliser ? Et en plus, est-ce que vous êtes obligé de nous faire un reboot, remake d'une œuvre que tout le monde connaît ? Tout le monde connaît de A à Z. Est-ce qu'on en a besoin ? Non, on n'en a pas besoin. Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Les gars, ok, super, vous avez décroché le pactole. Résultat des courses, moins de 50% en fait, des Américains ont regardé la série sur Amazon Prime. Bon voilà, ça dit tout. En fait, ça veut juste dire que les gens, c'est pas parce que c'est une œuvre connue que ça va forcément fonctionner. Parce que derrière, il faut une patte de réalisateur, derrière, il faut une équipe créative, il faut une idée. C'est pas juste se baser sur quelque chose qui a marché pour que ça fonctionne, en fait. Ouais, t'as l'impression en fait que beaucoup de ces projets sont des trucs qui sont nés sur des bouts de papier, dans des éprouvettes, et on les fait jaillir de rien, et on se dit, bon alors qu'est-ce qu'on a dans notre catalogue de licences, de propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Tiens, hop, j'ai trouvé une éprouvette, elle s'appelle She-Hulk. Est-ce que vous avez une idée ? Allez, on y va. Et même maintenant, j'ai l'impression que même sur les films blockbusters, il y a ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que maintenant, on te met des ingrédients et on te fait plus ou moins toujours le même film, où tu sais qu'il va y avoir l'introduction, la conclusion, mais entre-temps, il va y avoir la course-poursuite, il va y avoir le moment un petit peu drôle, il va y avoir le moment un petit peu émouvant, il va y avoir tous ces trucs-là, quoi. C'est lissé, en fait, tout est lissé. Ouais. Tout est lissé. Moi, j'ai l'impression de voir toujours le même film. Alors, nous, on consomme beaucoup de produits culturels, hein, c'est sûr, on voit beaucoup de films, mais des fois en fait j'ai l'impression d'oublier, j'ai l'impression d'avoir Alzheimer parfois, en disant mais je l'ai vu ce film là, ah oui je l'ai vu, c'est vrai, il m'a pas marqué parce qu'en fait c'est une copie d'une copie d'un truc que j'ai déjà vu, quoi. Je voyais récemment, je l'ai testé, je voyais récemment un compte TikTok qui disait que si on avance d'1 heure sur le visionnage d'un film, si on arrive à 1 heure 0 minutes au milieu d'un film, enfin pas forcément mieux, mais un film de 2 heures, voilà, donc on arrive à 1 heure, c'est mieux fait. En fait, on arrive à une scène centrale, une scène clé, une scène pivot. Tout ça, c'est lié au scénario, hein, évidemment, parce que les scénarios sont construits comme ça. Mais en fait, maintenant, tout est tellement lissé, tout est tellement... Tu peux tellement prédire en fait ce qui va se passer que quand tu arrives à 1 heure de film, souvent c'est la scène clé. Je dis n'importe quoi, par exemple, tu prends Joker. En fait, c'est le moment où lui va réaliser que hop, il a brillé et c'est parti, et il va pouvoir devenir le Joker. Il y a plein de films comme ça et ça m'a fait marrer de le tester. Je fais ah oui, ok, d'accord, c'est vrai que ça marche comme ça. Et en fait, tout est construit de la même façon. Et donc, à partir du moment où tu chopes les codes, bon, c'est des trucs de scénariste encore une fois, hein, mais inconsciemment, tu vas choper ces codes-là. Tu vas choper l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et tout est toujours construit en 3 actes au cinéma, tout le temps. Que tu sais ce qui va se passer. Et à part une surprise avec un cliffhanger à la fin du film, t'auras jamais de vraies grosses surprises. Mais des produits originaux, par exemple, comme celui de The Creator, peut-être que là, il peut nous surprendre. On connaît pas, en fait. On sait pas. Ça se trouve, il va nous faire un truc différent. Je te donne ma main à couper qu'il est construit en 3 actes et qu'au milieu du film, t'as la scène clé et que machin. C'est évident, mais pourquoi pas ? Ce genre de truc, en fait, c'est... Si tu veux, maintenant, il y a une matrice. Une matrice qu'on ne fait plus exploser parce que en fait, tout est tellement risqué que on se met, si tu veux, on va dans la piscine avec des bouées, quoi, toujours. Donc on se rassure au niveau de la production en prenant un scénariste qui a de la bouteille, un scénario qui est construit bien comme il faut, un montage qui est un petit peu similaire. Qu'est-ce qu'on fait derrière ? On fait des projections tests pour que le public test valide que c'est bien la bonne direction. Tout ça, ça participe du fait qu'il y a trop d'argent en fait qui sont en jeu dans toutes ces productions-là, et qu'on ne peut pas en réalité faire quelque chose d'original dans des conditions pareilles, puisque qu'est-ce qu'on va faire
pour se rassurer, on va toujours essayer de lisser le plus possible, et quelque part d'aseptiser, d'une manière générale, j'aime pas trop ce mot, mais en réalité, c'est un peu ce qu'on fait. Oui. C'est que on est tellement flippé de l'échec, parce qu'un échec à 250 millions de dollars, quand c'est juste le budget de production et que t'as pas encore payé le marketing, ça fait peur. Bien sûr. Et il y en a eu dans l'histoire du cinéma. Donc, Après, tu vois, il y a aussi des films comme Babylone qui ont pas du tout fonctionné. Babylone de Damien Chazelle, début d'année, donc en janvier dernier, tu mets Brad Pitt, tu mets Margot Robbie, tu mets des grosses stars à l'intérieur du film. Pourtant, le film est original, dans le sens où il raconte quand même une histoire assez originale, et c'est pas une suite, c'est pas une franchise, c'est pas tout ça. Ça n'empêche pas de bider non plus, quoi. Mais c'est au moins une prise de risque, et ça je le salue. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, nous on a beaucoup aimé Babylone, mais au-delà de ça, on peut saluer le fait que ils aient tenté de proposer quelque chose, tu vois. Et t'as l'impression qu'il y a des réalisateurs qui sont cantonnés à prendre des risques et d'autres non. C'est vrai. Ça c'est chiant aussi, tu vois. Et je pense que c'est en ça que Martin Scorsese, lui, fait référence à Christopher Nolan, en éludant le fait qu'il ait fait une trilogie Batman. C'est que quelque part, chaque nouveau projet de Christopher Nolan, il est risqué en soi. Ah oui. Dans le sens où, alors certes, il adapte des trucs parfois, c'est le cas avec Oppenheimer notamment, mais en fait, il prend le risque de le faire, et après, derrière, il a la réputation suffisamment solide pour qu'il ait un budget derrière et un studio qui le suive. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. On peut pas faire ce genre de projet avec n'importe qui, c'est évident. C'est l'exception qui confirme la règle. Parce que oui, Nolan, il fait Inception, c'est son scénar à lui. Il fait Tenet, Interstellar. Il fait aussi Dunkerque. Tout ça, c'est des scénarios originaux. Et on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est vrai que là-dessus, on peut pas lui reprocher. Mais c'est le seul à pouvoir faire ça, parce que derrière, en fait, il s'est construit cette réputation de grand Manitou du cinéma indé blockbuster, en fait. C'est ça qui est étonnant, quoi. Mais il a un créneau génial, hein, parce qu'en fait, il peut réunir les foules et en même temps faire ses films à lui, quoi. J'aurais jamais parié un copec que Oppenheimer fasse plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est énorme. Oppenheimer, c'est... Pas par rapport à la qualité du film, mais par rapport au sujet du film. Clairement, on est tout à fait d'accord. Moi, ça me fait penser, en fait, que lui, pour le coup, il a réussi à pas se faire broyer par la machine hollywoodienne. Parce qu'on le voit régulièrement, c'est-à-dire que les studios hollywoodiens vont chercher des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont fait un film indépendant, à succès ou non. Ils vont le prendre, ils vont le catapulter sur un sujet, sur un projet d'adaptation de propriété intellectuelle, c'est difficile à dire. Et derrière, en fait, on se dit « Oh, chouette, j'ai vu son film indé, j'imagine trop ce qu'il pourrait faire sur un film comme ça. » Exemple typique, Edgar Wright, quand il est annoncé pour faire Ant-Man, on se dit « Incroyable, ça peut être génial. » Qu'est-ce qui se passe ? Edgar Wright quitte le projet parce que pour différents créatifs, comprendre qu'on lui a pas laissé faire ce qu'il voulait, et qu'en réalité, la plupart des réalisateurs et réalisatrices qui arrivent sur ce genre de projet, en réalité, c'est pas leur film. C'est le film du studio, et le studio, il est là pour lui faire ce qu'il a envie, quoi. Et quand le studio accepte, et je prends l'exemple de Rian Johnson, avec Star Wars 8, derrière, si les fans ne répondent pas présents, si ça marche pas pour le studio, il est dégagé, et on fait comme si ça n'avait jamais existé et que c'était le vilain petit canard, et on retconne tout ça avec Star Wars 9 qui est horrible, désolé, par J.J. Abrams. Mais voilà, c'est ça en fait. On trouve toujours une solution. Soit on le jette sous le bus, le réalisateur ou la réalisatrice, soit on prend pas de risque en fait, quoi. Tout est lissé. Et donc là, on parle de cinéma, on s'étend un petit peu, après on va pouvoir passer au reco et tout ça, mais j'aimerais aussi parler de jeux vidéo, parce que je trouve aussi que les jeux vidéo se lissent énormément aussi. C'est vrai. On n'a jamais eu autant de jeux indés ces derniers temps, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi énormément de AAA. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gros jeux, gros blockbusters, en fait c'est les blockbusters du jeu vidéo, ceux qui ont le droit à des millions de dollars pour leur création. Donc on pense à du God of War, on pense à des Spider-Man, etc. Mais c'est des jeux qui sont au demeurant très bien, hein, et c'est des jeux super, mais parfois créativement qui se renouvellent pas des masses. Horizon Zero Dawn par exemple, c'est une pâle copie d'un monde ouvert qui est fait par Zelda, mais Zelda le fait mieux. Zelda, lui, par exemple, avec Breath of the Wild, avait apporté une vraie nouveauté,
avait apporté des choses comme ça. Là, c'était différent pour Horizon. God of War, c'est pareil, c'est régime tranquille. On va pas aller plus loin non plus, même s'ils avaient... Bon, voilà. Je vais pas m'étaler, mais je trouve que il y a tellement d'argent en jeu, comme tu le disais, qu'on prend moins de risques aussi pour ces grosses productions, quoi. Ce qui est dommage. Alors, le propos de la... Ouais, Assassin's Creed, c'est ça. C'est ça, Assassin's Creed, c'est pareil. Ouais. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans le radar. Le propos de cette discussion, c'est pas de dire il faut que les studios arrêtent de faire de la licence ou de la franchise. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est que moi, je pense qu'il faut qu'ils utilisent et qu'ils fassent fructifier leur licence de façon plus raisonnée. De façon plus raisonnable. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de manger du Star Wars 3 fois dans l'année. Non. On n'est pas obligé de manger du Marvel 6 fois dans l'année. Et je dis 6, je crois que je suis gentil. Donc c'est pas obligatoire en fait. Et moi je rejoins beaucoup ce que disait, je sais plus dans quelle interview il disait ça, Alexandre Astier, il disait que qu'il peut plus suivre la cadence des productions Star Wars, tellement il y en a en fait maintenant. Et il y a de ça. Alors évidemment, je suis toujours content quand il y a un projet Star Wars qui est annoncé, parce que moi j'adore Star Wars. Mais le fait est que qu'est-ce qui me reste après la diffusion de certains de ces projets, de certains de ces contenus? Bah pas grand-chose, quoi. Donc quelque part, je serais d'accord pour attendre un petit peu plus, mais avoir des projets qui sont plus marquants. Bien sûr, mais moi le premier aussi. Mais évidemment, moi Star Wars, je le regarde plus du tout avec plaisir. J'ai jamais été un fan absolu de Star Wars. Mais j'étais, comme tu l'as dit en début de sujet, extrêmement hypé quand ils ont annoncé l'épisode 7. L'épisode 8, j'étais chaud. Et après, bah, c'est la dégringolade. En fait, j'ai plus du tout envie de m'intéresser à des séries Star Wars qui me racontent l'histoire de machin sur telle planète. Et puis tu racontes ça en 6-8 épisodes. Filler, c'est super long. Ça raconte rien du tout. Et tout le monde s'en fout. Enfin, je suis un peu... Voilà, je schématise. Mais ça te reste pas en mémoire, quoi. Sortez-nous juste un Star Wars Andor et c'est très bien. Mais je défendrai que Andor des séries Star Wars. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que venez avec des gens qui ont des idées, des propositions à faire, donnez-leur le budget de réaliser leur vision et arrêtez d'imposer des visions. Leur Star Wars Vision, c'est ça? Oui, encore que Star Wars Vision, c'est pas si mal. Oui, pourquoi mais pourquoi Star Wars Vision, c'est bien? Parce que c'est à chaque fois des studios qui viennent avec leurs propres idées et on leur dit ok banco les gars, on vous donne carte blanche pour nous proposer un style animé. Voilà, c'est super. Parce que ça coûte pas assez cher en fait pour que ce soit un risque en réalité. Et donc du coup voilà. Donc moi je prône le fait qu'ils fassent des plus petits projets pour qu'ils soient moins les pieds et poings liés par des budgets à 250 millions de dollars qui de toute évidence ils n'arrivent pas à faire quelque chose, d'original et désormais de qualitatif. C'est ça, c'est vraiment le vrai souci, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. On n'a pas fini de parler de ce genre de choses, vous et nous. Voilà, il y a ceux qui nous écoutent en podcast, évidemment. On vous invite à nous regarder sur Twitch parce que voilà, dans le chat, ça parle beaucoup et évidemment, il y a beaucoup de réactions. On va pas les dire là ici parce que c'est compliqué pour ceux qui écoutent le podcast. C'est dommage pour ceux qui n'ont juste que l'audio. Mais évidemment que oui, tout le monde a son mot à dire là-dessus et c'est quelque chose qui, je pense, saoule, lasse beaucoup et les studios, j'espère, en prennent conscience un petit peu. Et en tout cas, on va voir si au fur et à mesure ça bouge ou pas, quoi. Ouais. En tout cas, c'est ce que Bob Iger avait l'air de dire cet été quand il disait que la prolifération de séries Disney plus Marvel avait fait un petit peu du mal à la marque Marvel Studios. J'espère qu'il a tiré les bons enseignements de ce qu'il vient de dire. Bobby. Bah oui. On verra.